1929. 23 octobre, la bourse de Wall Street enregistre une chute sensible des valeurs mobilières. Avertissement. 24 octobre, la bourse américaine s'effondre. C'est le fameux jeudi noir. 29 octobre, malgré les tentatives faites par les 6 plus grandes banques de New York, la chute verticale des cours reprend. Les prix tombent en chute libre, les entreprises font faillite, c'est la crise. Lorsque le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York enregistre de graves baisses du prix des actions, on ne se rend pas compte que la grande crise vient de commencer. Au cours des jours qui suivent, le prix de vente et d'achat des actions varie beaucoup, fluctue beaucoup. Mais le premier indice important, ce sera l'augmentation du taux de chômage. Mais à ce moment-là, le taux de chômage est établi à partir du nombre d'ouvriers syndiqués qui se retrouvent sans travail. Au mois de décembre, le taux de chômage atteint 14,5%. Mais le point culminant, ce sera en décembre 1932, près de 31% de la main-d'œuvre. C'était le taux le plus élevé au Canada. La moyenne canadienne est de l'ordre de 25,5%. Pour éviter la faillite, les employeurs diminuent les salaires. Heureusement, le prix des loyers diminue et le coût de la vie aussi. Ainsi, une livre de beefsteak d'Aloyo, qui coûtait 36 sous en 1929, ne coûte plus que 20 sous en 1933. Il faut donc venir en aide aux chômeurs et à toutes les personnes qui sont dans la misère. Il ne faut pas oublier qu'aux 30% de chômeurs officiels, il fallait ajouter leurs familles et les autres personnes qui étaient en chômage mais sans être syndiquées. Les gouvernements décident de mettre sur pied les grands travaux publics. Un tiers du coût sera absorbé par le fédéral, un deuxième tiers par le provincial et le troisième tiers par les municipalités. Au cours des années 1930 au Canada, 3 courants nouveaux se développent. Le communisme, le socialisme et la doctrine du crédit social. Le Québec n'échappera pas à ces mouvements. La hausse du chômage leur confère un certain attrait. À Montréal, s'ouvre une université populaire rue Craig. On y donne des conférences et des cours inspirés de la philosophie communiste. Communisme. Toute organisation économique et sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. À l'Hôtel de Ville, on accuse l'Université ouvrière de former des agitateurs. À Montréal aussi, il y a un journal communiste, l'Ouvrier canadien, qui est distribué à des milliers d'exemplaires. Le mouvement socialiste qui se développe lui aussi à peu près à la même époque ne veut pas être confondu avec le communisme. Il fait valoir que les changements qu'il réclame doivent se produire de façon pacifique, sans changement de régime parlementaire. Ce parti-là veut une économie planifiée, la nationalisation de certains secteurs de l'économie et une plus grande intervention de l'État, surtout dans le domaine de la sécurité sociale. Au Québec, ce nouveau parti, qui est en quelque sorte le prédécesseur du nouveau Parti démocratique, le NPD, sera beaucoup plus populaire chez les anglophones que chez les francophones. Au Canada, il y a un autre parti en gestation. Il s'agit du Crédit social. Il apparaît en Alberta au début des années 1930. En 1935, il prend le pouvoir dans cette province. L'année suivante, au Québec, on met sur pied la Ligue du Crédit social. C'est pas un parti politique, ça le deviendra beaucoup plus tard. L'idée de base, c'était de se baser sur les richesses naturelles pour repartir des biens à peu près à toute la population. En 1933, des jésuites de l'École sociale populaire de Montréal publient le programme de la restauration sociale. Un programme qui va être récupéré par des députés libéraux dissidents du gouvernement Taschereau. Leur programme est remarquable. Ils prônent la nationalisation de l'électricité, une meilleure utilisation des ressources naturelles, la réforme du monde du travail
et la réforme de l'agriculture. Plusieurs points de ce programme ne deviendront réalité qu'avec les années 1960 et l'avènement du gouvernement de Jean Lesage. Mais le premier vraiment à récupérer le programme de l'Alliance libérale nationale, ce sera le chef du Parti conservateur provincial, Maurice Duplessis. Maurice Le Noblet Duplessis naît à Trois-Rivières en 1890. Son père sera député conservateur à l'Assemblée législative. En 1913, Maurice est admis au barreau et il est élu député conservateur en 1927. En 1932, il devient le chef de l'opposition à l'Assemblée législative. Un candidat rural en tournée clame le credo conservateur de l'Union nationale récemment fondée. Ne soit exploité par qui que ce soit. Mon père était cultivateur. Mon grand-père était cultivateur. Et moi-même, mesdames et messieurs, j'ai toujours travaillé dans l'intérêt des cultivateurs. Oui! Les périodes de crise économique sont parfois favorables au développement d'une certaine idéologie séparatiste. Ça va se produire au cours de la seconde moitié des années 1930. Ça sera la fondation des Jeunes Canada, un mouvement dans lequel on va retrouver André Laurendeau, Gérard Filion, Pierre Dagenet, Dollard Dansereau, Pierre Dansereau. Ce mouvement-là va dénoncer le fait qu'au fédéral, la langue française est souvent bafouée, qu'il n'y a pas de monnaie bilingue et que la fonction publique fédérale est sous-représentée au niveau des Canadiens français. On va même aussi dénoncer le fait que le visage de Montréal est peut-être un peu trop anglais. On peut lire d'ailleurs dans leur manifeste « Souvenons-nous que nous serons maîtres chez nous, que si nous devenons dignes de l'être. » Qu'on le veuille ou non, notre État français, nous l'aurons. Ordonné prêtre, Lionel Groulx fonde l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française. En 1915, il devient titulaire de la première chaire d'histoire de l'Université de Montréal. C'est lui qui incarne le nationalisme canadien-français. Nul sentiment en nos vies n'est fait de plus d'imprécision, d'inconsistance que le sentiment national. Nation, patrie, culture, points de réalité sur lesquels nous soyons plus démunis de saine clarté, et par conséquent de foi, de conviction, et par conséquent aussi plus portés à nous diviser. Quand les groupes ethniques d'un même pays sont trop divers par le sang, par l'histoire, par leurs hérédités culturelles, il leur reste au moins à se rencontrer et à s'entendre dans une affection commune pour la même terre, dans une même conception de l'idée de patrie. Le secret de la grandeur, quand on est de bon sang, c'est de grandir dans son authenticité. Après tout, nous ne serions pas dans l'histoire le seul ni le plus célèbre exemple d'un petit peuple qui, cerné par une formidable puissance impérialiste, aurait réussi à sauver victorieusement son âme. Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Nous devons constituer en Amérique cette réalité politique et spirituelle, ce chef-d'œuvre d'un splendide effort humain. Je me souviens des leçons et de la vie que m'avaient laissé mes grands maîtres de collège. Et j'essayais de donner à mes petits collégiens le même sens de la vie. J'essayais de faire d'eux des passionnés du défi et je leur proposais la conquête de leur milieu collégial. Dans ma pensée, ils devaient être aussi les pionniers d'une jeunesse nouvelle qui, dans tous les secteurs de la vie nationale, irait porter une volonté de réveil, un renouvellement de la pensée et de l'action. L'histoire, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Le passé, c'est ce qu'il y a de plus présent.